Voilà pour ce générique, et oui, du sport dans le 19h. On parle de tout, également aussi du sport dans cette émission du 19h de la place du village. Et ce soir, justement, on a fait le retour de Marc Garcia hier, justement, avec les résultats sportifs, également aussi le programme au niveau de la glisse dans les prochains jours. Et justement, pour retrouver tout ça, eh bien, on va retrouver notre cher Marc Garcia du côté de l'Autriche. Si on peut voir notre cher Marc apparaître, ben voilà. Bienvenue Marc, merci d'être avec nous. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voilà, Marc Garcia, donc notre consultant sportif de la place du village. On le retrouve depuis déjà bien plus d'une année, justement, surtout en période d'hiver. Ce soir, Marco, justement, on va donc s'intéresser aux hommes ce soir. Oui, exact. Dites-moi, pour le générique, vous êtes allé à la pêche aux images, je vois. Un petit peu. T'as dépêché. Merci surtout au logiciel de faire le montage. Merci. Oui, on va parler des hommes que j'ai croisés avant-hier, qui partaient sur Zolden. Ils s'entraînaient ici à Pitztal. Donc on peut pas les avoir en direct ce soir, mais je les ai interviewés sur place à Pitztal. Le coureur Léo Angno, qui a bien voulu répondre à quelques questions, et puis les deux hommes de terrain qui sont Fred Perrin, qui est directeur de l'équipe de France masculine, et puis celui qui s'occupe principalement des techniciens, ce qu'on appelle dans le domaine du ski, des gentilles et des slameurs, Kevin Page, l'homme de Serre Chevalier. Donc je les ai interviewés, je crois, 6-7 minutes, pour parler un peu de ce que, pareil, le programme qu'ils ont eu pendant le printemps, l'été, les orientations, le contre-coup du championnat du monde de cet hiver où il n'y avait pas de médaille. On a abordé tranquillement certaines questions, et puis ensuite on débattra un petit peu, si vous le permettez, Johan. Et puis, mais bien entendu. Je vous ai mis une petite vidéo derrière de la japonaise dont je m'occupe beaucoup, Hélène Watanabe, et on va parler un petit peu de sécurité cette année. Et là, on va voir qu'elle s'est pris ce qu'on appelle, nous, une méga tarte. Et je vais parler d'un principe de sécurité, notamment sur les raisons des chutes aujourd'hui, qui sont complètement différentes d'une certaine époque, et éventuellement l'évolution qu'il va y avoir en termes de protection. J'en ai parlé hier soir, les airbags, les casques, les différentes options, et ce qu'on appelle les anti-coupures. Voilà. On va regarder Léo Angno, justement, que vous avez interviewé il y a quelques jours. Oui, c'était avant-hier, avant qu'ils partent sur Zolden. Aujourd'hui, ça a été compliqué pour eux parce qu'ici en altitude, il y a eu beaucoup de vent ce matin, un peu de neige durant la nuit, donc ça n'a pas dû être simple pour aller s'entraîner sur la piste là-bas à Zolden. Et on a eu la même chose ici. Alors on écoute Léo ? On va écouter Léo, qui apparaît juste à côté de moi. On retrouve plutôt justement les images réalisées avec l'interview par notre cher Marc. Regardez. Léo Angno, comment tu vas Léo, ça va ? Ça va très bien. Ça va bien. Raconte un peu alors cet été, puis là c'est bientôt Zolden. Ouais, l'été s'est très bien passé, on a bien travaillé en prep physique sur Albertville. Essayer d'améliorer tous les niveaux en force, en explosivité, un peu tout. Puis après un bon stage à Ushuaïa en septembre, c'est bien passé, on a eu un peu toutes les conditions. Donc c'était un bon stage pour être prêt, et là quelques journées en Autriche et on est prêt pour dimanche. Alors comme on dit dans le ski, sensation, juste avant la Coupe du Monde, ça va? Tes promos dit chez nous posés. Hier j'ai vu 2-3 petits trucs, mais globalement bien. Ouais, les sensations sont plutôt bonnes. En tout cas, j'ai fait des bonnes journées. Et après, la course, c'est la course, l'entraînement, c'est l'entraînement. Mais en tout cas, ça ne m'empêchera pas de m'engager à fond et de prendre tous les risques pour essayer de faire les meilleurs skis possibles. Comment tu vas l'aborder cette saison là avec Zolden? Et c'est quoi cette année? Tu as franchi un cap énorme l'année dernière, tout le monde le sait, cette magnifique deuxième place. Est-ce que psychologiquement, ça t'a mis dans d'autres perspectives? Raconte un peu. On va dire que le fait de pouvoir faire un podium, ça m'apporte des certitudes dans le sens où je sais que je suis capable de le faire. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. À l'entraînement, je fais des bonnes journées aussi où je suis capable d'être aussi vite que des skieurs du top 7 mondial. Donc je l'aborde de la même façon que toutes les autres, en essayant de faire le meilleur ski possible sur chaque course, sur chaque manche. Et on verra le résultat à la fin. Mais en tout cas, je sais que si je skie à fond, ça peut faire des bonnes courses. Donc voilà. Est-ce que Zolden, c'est le type, parce qu'on a tous un peu des préférences de piste. Est-ce que c'est une piste qui te correspond quand même avec ton ski? Tu vas me dire, bon, vu le niveau, tu skis partout, mais on a des fois des préférences.
Oui, il y a quand même un long mur. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien les murs. Donc, j'ai essayé de faire parler mes qualités dans ce mur, de mettre en place mes progrès sur les parties plates aussi, parce qu'on a travaillé un peu pour être un peu meilleur là-dessus. Donc, je pense que c'est une piste qui me convient assez bien. En Coupe du Monde, il y a quand même des pistes qui sont assez pentues et qui me correspondent assez bien. Donc voilà. Le travail, alors moi je suis très pointu là-dessus. Le matos, ça a bien évolué, tu as pu bien travailler aussi sur les nouvelles cotes de ski, les choix des skis, les chaussures. Ouais, avec Rossignol, on a pas mal de modèles de ski, j'ai pu faire des tests, tester pas mal de choses et je pense avoir trouvé un setup qui marche assez bien dans plusieurs conditions. Il y a d'autres modèles que j'ai utilisés en fonction du tracé, tout ça. Donc au niveau matériel, en tout cas, tout va bien. Je remercie Rossignol d'ailleurs, avec qui ça se passe très bien. On a un super service et des super skis. D'accord. Alors, toi, tu fais partie de ceux qui vont faire les 2 disciplines. Je me trompe pas, parce que j'en ai vu aussi en slalom, tu es capable de claquer. Ouais. Ça va être tout ça toute la saison? On va voir en fonction du programme. La priorité, ce sera quand même le géant. Ce sera d'être bon sur les Coupes du Monde de géant et de bien préparer les JO. Et le slalom, on va voir en fonction du programme s'il y a des slaloms que je peux faire, en fonction de l'état de forme et des résultats en géant. Pour l'instant, on va se focaliser sur Zolden, on va prendre course après course et on fera le point mi-novembre pour savoir quel slalom je ferai. Zolden, c'est toujours un peu décalé par rapport au deuxième géant, pas d'affolement non plus, si vous êtes là pour claquer évidemment, mais on sait que Zolden c'est quand même une course particulière du fait qu'il y a quand même pas mal de temps après. Ouais, pas d'affolement. De toute façon, on se prépare quand même depuis plus d'un mois à Ushuaia où on est monté, j'ai pu faire des courses en slalom à Ushuaia, donc on peut dire que ma saison de course a déjà commencé, j'ai déjà fait des courses. Et oui, c'est un peu plus tôt, donc il y a de quoi travailler si ça se passe pas bien, il faut corriger, mais le but c'est pas que ça se passe pas bien, c'est de faire la meilleure course possible, donc j'ai essayé de mettre en place mon ski comme je fais à l'entraînement, et puis j'espère que ça fera le meilleur résultat possible. Ok, en tout cas merci à toi Léo, on va te suivre. Hein. Merci. Moi, je serai dans la télévision et puis bonne chance. Vous voyez, donc là Léo il est là, il est venu ce matin avec 3 paires de skis évidemment, avec des codes différentes, avec des setups peut-être différents. Et après il fait ses choix pour déjà un peu. Demain vous allez skier sur la piste, j'imagine. Demain entraînement, un petit entraînement de repos, demain repos je veux dire, un petit entraînement samedi sur le haut de la piste de Zolden et course dimanche. Ok, non alors moi, ton classement mondial maintenant c'est la saison dernière, je suis 15e du classement de la Coupe du Monde, mais sur la start list, donc ça prend en compte les championnats du monde, je suis 17. Bon. Donc voilà, je devrais partir 17. Ouais, bon dossard quand même. Oui, c'est quand même un bon dossard. J'ai eu l'habitude de partir 60 il y a 2 ans en arrière, donc je ne vais pas me plaindre de ça. Merci de prendre ton temps Léo, encore une fois on est tous derrière toi et puis bon courage et bonne chance. Merci beaucoup. Salut Léo. Salut. Voilà pour ces images et ces reportages et c'est une belle interview qu'a fait Marc Garcia depuis sur place carrément. Bah oui, il va voir carrément nos athlètes, Marc. Oui, il est sympa le petit Léo, puis c'est cool de faire un petit point avec eux. J'aurais aimé avoir les autres, mais finalement le programme ne me permettait pas. Mais bon, je crois qu'il est clair, il explique clairement la situation, ce qu'ils ont travaillé. Et puis là, effectivement, l'entraînement, c'est l'entraînement. La course, c'est encore un autre format et une autre préparation mentale. Donc, on va voir. Mais bon, moi, sur ce que j'ai vu skier à Pitstall, là, parce qu'ils étaient à Pitstall, j'ai vu vraiment de belles choses. De la part de Léo, Thibaut, les leaders, Pointu était là, les jeunes aussi sont là aussi. Donc, non, c'est intéressant. Voilà. Comme on dit dans le jargon de Haute-Savoie, c'est un bon gars, le mec. Voilà, c'est un bon gars, voilà. Tout à fait. On va continuer, Marc, avec également une seconde interview. Oui, qui est un petit peu plus longue parce que là, je les ai appelés les Dupont, donc vous allez les écouter, je vais les présenter. Regardez, voilà, après, on les voit là. Voilà. Et, on va les écouter, puis après on reviendra pour un petit complément. D'accord, allez, on les écoute. Alors, je dirais pas les Dupont, regardez les deux là. Alors, Fred Perrin, le directeur de l'équipe de France masculine, ici, alors, qui lui était venu un peu sur la Haute-Savoie et qui maintenant repart à l'Alpe d'Huez, bientôt. Et puis alors là, vous le connaissez tous. Alors on a dit quoi, 04, 05, Serge Chevalier, Kevin Page, vous l'avez reconnu, donc le coach des slalomers et géantistes. Alors messieurs, je recule un petit peu, c'est pour la place du village évidemment. Vous avez passé un bon été. Là, évidemment, il y a Zolden dans 2 jours.
Je vous écoute, parce que bon, à force de parler, vite Marco il nous fatigue, je vous écoute. Je commence par qui, Kevin ou Fred? Parle plus vieux. Ah, parle plus vieux. Allez Fred, vas-y. Donc ouais, alors ça va? Le moral, l'équipe, tout va, toutes les conditions, les entraînements sont bien passés? Les entraînements sont bien passés. J'ai l'impression que tout le monde est un peu hâte d'attaquer, que ce soit l'encadrement ou même les athlètes. Toujours un moment très excitant, la première course. Hein. Et puis aussi un peu stressant, puisque finalement la vérité on la fera dimanche. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Quel chemin il nous reste à parcourir? Kevin, voilà. En général, Zolden, c'est une piste qui correspond aux skieurs français. En général, on dit que les géantistes ont toujours été très bons sur les pistes raides. Là, comment est ton équipe? Alors, sur l'historique de Zolden, Fred, il a plus de métier. métier que moi, parce qu'il était là bien avant. Mais oui, c'est une piste qui plaît en général aux Français. Et nous, on s'est préparé, on a essayé de chercher un peu les conditions qu'on allait retrouver à Zolden, en termes de pente ici, mais aussi de plat, parce qu'il y a quand même des longues sections plates qui sont importantes. Donc on a bien travaillé. Maintenant, comme a dit Fred, on va arriver dimanche là-bas, puis on verra ce que ça donne. Fred, ouais, tu sais toi de l'historique, il y a quand même un passé. Zolden, les skieurs français sur cette pente, il y a quand même, il y a eu des victoires. Le passé du ski français, il est surtout de la glace. Qu'on a un peu moins maintenant. Ouais. On a eu des Zolden très glacés. C'est vrai que les athlètes français sont quand même plutôt dans une bonne maîtrise technique. Ce qui fait que sur les neiges glacées, on a toujours été très très fort. Hein. Même à l'époque de gens avec lesquels j'ai moins travaillé, comme Fred Coty, Joël Chenal. Est-ce que vous avez eu l'occasion cette année, parce que c'est toujours le débat aujourd'hui, les neiges injectées, je crois qu'ils ont injecté, c'est toujours aussi le bémol entre les entraînements que vous avez pu faire ici, je crois que c'était plutôt grippe à Pistal. Comment vous l'appréhendez ça? Non, mais on sait très bien que de toute façon on n'avait pas les conditions qu'on aura à Zolden en termes de neige. Après, on a l'habitude de skier toutes les neiges et on doit s'habituer à skier toutes les neiges et après à répondre en fait quel que soit le grain de neige qu'on aura dimanche, parce que ça va encore dépendre aussi de la météo qu'il va y avoir d'ici dimanche. S'il neige beaucoup, s'il fait froid, s'il fait chaud, les conditions peuvent changer. Donc arriver à faire exactement ce qu'on va avoir, c'est quasi impossible. Donc à partir de là, tu essayes d'explorer un maximum de différentes conditions et après, le jour où tu arrives sur la piste, tu sais que tu es capable de t'adapter. Aujourd'hui, ces dernières années, on a vu une certaine évolution dans la préparation justement, parce que pendant l'hiver, vous avez eu des conditions de neige complètement changeantes et c'est certainement l'une de vos difficultés de préparation de trouver des terrains, en tout cas de les mettre dans des terrains différents, des qualités de neige différentes. Oui, après c'est un sport où on doit s'adapter. C'est le principe de base, c'est de s'adapter. On n'a pas un virage qui est pareil, pas une fois la neige qui est pareille. Donc l'objectif, c'est à l'entraînement d'explorer un maximum de choses et d'être adaptable, tout simplement. C'est compliqué de faire exactement ce qu'on va retrouver le week-end. C'est assez impossible. Donc une fois que tu sors de là, tu essayes de skier sur un peu tout et puis régler ton matériel là-dessus. Une fois que tu arrives le jour de la course, tu vois commencer et tu prends en fonction d'eux. Fred, toi qui, comme l'a dit Kevin, toi qui es un peu plus l'ancien, c'est quoi notre méthode française? Si on peut parler d'une méthode française aujourd'hui au niveau mondial, est-ce que tu penses qu'on a une philosophie, on a une façon différente qui reste quand même la nôtre, ancrée, quels que soient les athlètes que tu as? Ouais, je crois que la méthode française, ça fait partie un petit peu de l'ADN de tout ce qu'on a connu. Hein. On a toujours été dans le détail, dans le détail technique. On aime ça, on aime entraîner avec ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas le changer. Après, c'est important aussi de se sortir aussi un petit peu de ces méthodes de travail pour aller chercher des choses qui sont un petit peu plus sur les sensations, sur les stratégies. Et j'ai l'impression aussi qu'avec le staff qui change, qui évolue, on commence à apporter un petit peu de ça dans nos manières d'entraîner. Et c'est sympa. Et après, c'est aussi les athlètes qu'on côtoie qui nous font voir le sens de l'entraînement de l'avenir.
parce qu'on touche des jeunes athlètes qui ont des perceptions différentes de la performance et qui nous amènent des moments à se poser des questions et à faire des choix sur des manières de travailler qui commencent peut-être à être un petit peu différentes. Alors justement, ce sujet-là, vous le savez bien mieux que moi, le championnat du monde, globalement, ça a quand même tapé fort, il y a eu beaucoup de critiques par un manque de résultats, vous êtes les premiers au front. Comment est-ce que ça a changé votre façon de faire, Kevin et Fred, par rapport à l'hiver dernier et cette année où finalement, je dirais, évidemment, il y a le regard des autres, mais surtout, garder le chemin que vous êtes, en tout cas la stratégie que vous avez mis en place? Pas du tout. Pas du tout. Après, si tu as des convictions dans ce que tu fais, dans ton travail, c'est important de les avoir. Nous, on a nos convictions. On ne peut pas dire qu'on est passé à travers les championnats du monde. Ça s'est joué à rien. Non, mais je parle de la critique qu'il y a eu, hein, vous le savez. Voilà. Tu ne travailles pas en fonction des critiques, tu travailles en fonction de tes convictions. Oui. Après, les critiques, elles ont aussi par rapport à ce que ce style d'événement génère. Championnat du monde, les jeux, ça génère les médailles. Après, quand on regarde et quand on veut être sincère par rapport au public qu'on a dans les groupes, etc., on n'a pas non plus des athlètes qui sont en maturité encore pour les faire. On a des top athlètes qui sont plutôt en fin de carrière, donc ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et je crois que là-dessus, même l'encadrement, même moi le premier, faut qu'on en tienne compte aussi. On ne peut pas non plus demander à faire des miracles quand il faut les faire. Moi, tout ce que je sais, c'est que je pense qu'une médaille, elle est possible pour beaucoup de gens, qu'il faut se battre pour la faire, pour aller jusqu'au bout. Et que malgré tout, des moments, il faut aussi avoir la lucidité que peut-être on n'en fera pas. Et que ça ne remettra pas en cause le travail qui a été fait et comme ça. Et que le but du jeu, de toute manière, c'est d'en faire. Hein. Là, le discours a été simple avec tout le monde. Les athlètes ont cette énorme envie aussi. Le but du jeu, ça sera d'en faire. Hein. Oui, j'imagine. Après, le but du jeu, ça ne sera pas non plus de casser la baraque en deux parce qu'on n'en a pas fait. Il faudra aussi savoir où c'est qu'on est. Et puis voilà. Mais je suis pas... plutôt inquiet, pas inquiet sur l'énergie. On est plutôt bonne. Donc. Ok, merci. Voilà. En tout cas, merci Fred de merci, ton. la place Okay. Et puis à bientôt. Hein. Aussi, ouais, salut. Je ne sais pas si on entend Marc. Oui, ça y est, Marc, on vous entend. Oui. Alors, Johan, vous en avez pensé quoi, vous, de votre côté? C'est des bonnes réponses de vrais professionnels quand même. Hein. Oui. Alors, effectivement, ça peut être un sujet vaste, mais c'était important déjà de caler sur l'histoire de cette saison, Coupe du Monde. On a remis en question, j'ai posé les questions clairement, et je crois qu'ils ont répondu tout comme hier avec Lionel Pélissier. Un petit peu ce manque de résultats, effectivement, qu'on pouvait analyser. Encore une fois, à mon avis, il y a deux choses, c'est que ces gens-là travaillent depuis un certain nombre d'années, et c'est surtout, eux, ils essaient de travailler de manière cohérente avec les budgets qu'ils ont et ce qu'ils essayent de faire pour avoir des médailles, effectivement. Sans qu'on a vu, Clément s'est pas passé loin, Cyprien n'était pas là, et ça aurait pu basculer d'une manière complètement différente. Mais ce qui a interpellé l'ensemble du public, en tout cas du monde du ski, c'est que il n'y a pas eu de médaille, et ça faisait très longtemps, et c'est surtout la politique qui va être prise en place au sein de la fédération pour notamment 2030, et quelles sont les échéances, la mise en place d'un programme pour la jeune génération dont il parlait, pour être plus performant d'ici peut-être cet hiver et quelques années. Donc ça, c'est un débat constant depuis pas mal de temps. On avait évoqué hier soir avec Lionel, suite à une question d'un auditeur, ce système de formation qui, à mon avis, demande à être sérieusement amélioré. Il n'est pas question d'imaginer qu'une formation de moniteur de ski te permet d'avoir une équivalence d'entraîneur de club. Ça nécessite des formations complémentaires et indispensables pour le bas de la pyramide. Et là, j'en suis convaincu depuis très 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 longtemps. Ça, c'est un vaste sujet et il y en a encore bien d'autres. Voilà, affaire à suivre, on peut dire. Oui. Puis après, bon, maintenant, là, on va voir, ils attaquent demain chez les filles. Il y en a parlé, il y a les 4, hein, Clara Direz, Camille Cerruti, Dorian Escade et Axel Chevrier, qui partent assez loin. Donc, on verra demain sur le géant féminin. Et puis ensuite, il y a les garçons qui vont
qui courent. Alors, j'ai pas tout noté, mais ils sont. Je regarde en même temps sur ma liste que j'ai écrite, si vous le permettez. Donc, il y a Léo Angenot, les garçons, Alban Canaferina, Gerlin Fabre, Thibaut Fabreau, Diego Rigoni, Loévan Parent, Alexis Pinturo et Flavio Vital, qui était l'année dernière le champion du monde junior en géant. Donc voilà, avec effectivement pas mal d'anciens et surtout une équipe de jeunes qui arrive aussi en géant chez les garçons. Voilà pour donc cette analyse et puis surtout ces interviews, un truc très important de bons skieurs, hein, qui nous dit tout justement sur l'évolution également du ski. Hein. Oui, exactement. Et puis là, c'est aujourd'hui, les conditions à Zoldan étaient particulières. Et encore une fois, ils sont tous préparés, ils ont tous essayé d'être prêts là pour ce jour J. Pour les filles demain et après-demain les garçons. Ça va être, on l'a évoqué rapidement, c'est ce qu'on appelle le setup, hein, le choix des skis, le choix du matériel qui comprend les skis, les fixations, les plaques, les chaussures et bien d'autres encore. Et ça va être un choix déterminant en fonction des conditions de météo. Ça, c'est une certitude. Et on attend, on attend quand même de voir le Grand Odermatt, l'Armada suisse, pour voir un peu quel type de travail ils ont fait et si ça paye d'entrée de jeu. Voilà. Voilà. Donc, on suivra tout ça, bien entendu, avec Marc. On va continuer avec des vidéos. Alors, justement, une chute. Vous avez envoyé une vidéo tout à l'heure par rapport à cette chute. Oui, alors je vous ai envoyé une vidéo. C'est une athlète que j'entraîne, qui fait partie de l'équipe Japon, Hélène Watanabe, qui a gagné ce qu'on appelle les Faris Cup. Et elle s'est pris ce qu'on appelle une méga tarte en entraînement géant. Et je voulais vous la montrer pour vous dire qu'aujourd'hui, ce type de chute, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, des catapultes. C'est-à-dire que la qualité de neige qui est très agressive. Et aujourd'hui, la qualité des skis, vous voyez que carrément, elle part. Alors, les skis sont peut-être un peu trop affûtés à mon goût, mais elle part. Ça lui prend un petit peu, elle repart un petit peu trop tôt sur la partie montagne, ce qu'on appelle la partie intérieure, et du coup, ça lui bloque le ski. Et les qualités de matériel, vous voyez que, chose qu'on voyait peu, voilà, c'est ce qu'on appelle un phénomène catapulte. Et donc, c'est effectivement, c'est un élément que prend en charge la FIS par rapport à tout ça, c'est que la protection, ouais, elle prend une sacrée tarte, comme on dit. C'est surprenant quand on voit le ralenti, voilà, qui se met en route. Donc, éjecté, hein, c'est vrai que ça fait vraiment, ouais. Et là, vous voyez que le matériel du ski, donc ils sont en train d'essayer de discuter avec les marques, mais en même temps, les protections qui sont le fameux airbag, hein, je l'ai encore à côté de moi, les fameux airbags qui se mettent en protection dorsale et au niveau de la tête et avec les casques. Donc, c'est des éléments aujourd'hui qui sont à prendre en considération. Et l'airbag a été imposé pour cet hiver en vitesse, quelle que soit Coupe d'Europe, FIS et Coupe du Monde. Donc, ces fameux airbags en super géant et en descente. Vous voyez que même en géant, là, elle tombe sur une neige qui est relativement douce. Mais si elle était tombée sur une neige glacée, je pense qu'il y aurait un peu plus de dégâts, bien qu'elle ait ce qu'on appelle une dorsale, mais n'a pas l'effet de protection d'un airbag. Et ça, je voulais vous montrer, quand on parlait de sécurité, l'évolution aujourd'hui en termes d'accidents qui sont bénins, mais en l'occurrence, l'Italien qui s'est tué, il a été catapulté de la même manière, c'est-à-dire qu'il a été catapulté vers l'amont, sur un endroit où que personne n'avait identifié ou pensait qu'il y avait peu de chances de passer au travers des filets et finir pour des protections qui n'étaient peut-être pas suffisantes. Donc aujourd'hui, c'est un réel souci, cette sécurité, au travers de différents éléments. La FIS y travaille dessus, mais là encore, on voit que les slaloms sont aussi empilés les uns par rapport aux autres. Elle tombe, mais je ne sais pas si on voit sur la vidéo, de son côté, l'autre côté, il y a un Italien qui part à côté sur un club. Et en fait, il n'est pas très loin non plus. Là aussi, c'est des programmes d'entraînement. Oui, il n'est pas très très loin. Et si Hélène, elle fait une catapulte dans l'autre sens, elle est directement sur le gars. Donc il y a un certain nombre de choses à prendre en considération en termes d'entraînement et encore plus à différents échelons.
les personnes de Coupe du Monde en général, il y a des protections qui sont maintenant beaucoup plus strictes, mais pour les phases d'entraînement sur les glaciers et autres, il y a un petit peu du, je dirais, un petit peu du tout n'importe quoi. Voilà. Il y a des explications par rapport à ces quêtes. T'as vu ça, c'est quand même des images assez surprenantes, hein, surtout au ralenti. Hein, on voit carrément éjecté, et c'est vrai que c'est assez surprenant, et surtout pour ceux qui sont sur leur ski. Hein, ça c'est. Et ça arrive souvent, ce genre de. Alors justement, je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui dans ce qu'on appelle le ski moderne, je dirais presque c'est monnaie courante, et ça l'est dans toutes les disciplines. Ça l'est en descente, évidemment en vitesse, descente, super géant. On le voit en géant, en slalom, pardon, et en géant. Donc, et là, vous voyez, elle a plié les skis sont morts. Elle s'est fait un peu mal à la cheville. Heureusement que la neige n'était pas très dure. Impact avec le casque, ce qui veut dire qu'aussi un impact sur un casque carbone, il y a eu un impact. Et le casque, il faut le changer parce qu'il n'a plus du tout son utilité, en tout cas sa protection maximum. Donc, il y a quand même une grande évolution par rapport à tout ça. Et quand je vous parlais de la dangerosité du ski, voilà ce qui se passe aussi au plus haut niveau, et que ça nécessite de grandes réflexions sur les compétitions, mais encore plus pendant les périodes d'entraînement. Voilà, en plus, voilà. Ouais. On va continuer, Marco, avec une seconde vidéo cette fois-ci. Je crois que c'est votre. C'est vous, je crois que sur là en jaune, c'est qui? C'est vous qui êtes en jaune? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Parce que vous êtes allé bien chercher des vidéos. Ah oui. C'était à Val d'Isère. C'était un travail d'éducatif qui se faisait sur la piste avec mes athlètes. Oui, certainement, j'ai vu un jaune vert. Ah. Oui, ça va revenir la vidéo. Là, il n'y a rien à voir avec la sécurité proprement dit. Hein. C'est plutôt un élément technique. D'accord. Voilà, c'est plus technique qu'autre chose. Voilà, c'est ça. Voilà pour donc ces images. Alors, j'ai quelques soucis au niveau pour lancer les vidéos, malheureusement. Voilà, c'est un petit peu les aléas du direct. Ça ne veut pas y aller. Bon, voilà, on va essayer de faire autrement. Bon, voilà, donc ça ne veut pas. Bon, voilà, c'est un petit peu les aléas, c'est comme ça. Voilà, ça ne veut pas répondre. Bon, tant pis. Voilà. Ça, c'est les aléas du direct. Voilà pour cette vidéo. Bon, on n'aura malheureusement pas l'autre non plus, parce que j'arrive pas non plus à l'activer, Marc. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le reste, justement, des compétitions pour les jours prochains? Alors donc, demain, c'est slalom géant féminin. Alors, j'ai pas les horaires de départ. Je crois que ça doit être 9h30 ou 10h la première manche. Donc, ce serait ou 12h30 ou 13h la deuxième manche. Ça va décider en fonction de la météo. Donc, géant féminin. Et dimanche, ce sera le géant masculin. Donc on aura quand même un certain nombre. Alors, je vais essayer de vous retrouver la liste de départ. Si vous avez 2 petites secondes, je vais vous donner la liste de départ des féminines pour demain, parce que on les récupère maintenant sur Internet. Hein, donc, on a un accès directement. Donc, je clique dessus et je vais vous trouver la liste de départ. Comme ça, vous avez à peu près une idée. Donc, demain, c'est la Norvégienne Sonnersund qui partira avec le Lossarin, Kulturi, Lupsik, Molzan, Hector, Laragut et Robinson, donc la néo-zélandaise, dont avait fait son favori Lionel Pellissier hier soir. Donc après, vous avez les Françaises. Globalement, on avait dit, c'est donc Clara Dires qui sera la première Française avec le 36, Camille Cerruti qui partira avec le 48, et derrière Axel Chevrier, pas Sévrier, mais Chevrier, 54, et on terminera avec Dorian Escade, qui elle fait les 2 disciplines géant et slalom. Elle partira avec le 58, sachant qu'il y a 66 partantes. Voilà. 66 partantes en tout. Ouais, pour demain, la première manche, et on prend les 30 meilleurs de la première manche, ordre inversé lors de la deuxième manche. La petite nouvelle aussi, c'est qu'il y a eu de l'hécatombe. Les Italiennes, malheureusement, il y a Brignone qui s'est blessé. Et là, il y a 3 jours, Marta Bassino s'est sérieusement blessée à l'entraînement sur le glacier de Wassenaar-Schnastal. Elle est opérée, je crois que c'est des fractures, et c'est pas sûr qu'elle puisse courir cet hiver. Donc, les Italiens, ils souffrent énormément. Il y a eu aussi le décès de ce jeune garçon. Donc, un moment difficile pour l'équipe italienne quand même. Voilà. On a quelques questions. Alors, les questions.
Alors, elles apparaissent pas malheureusement. Bon, décidément, on n'a vraiment pas de chance ce soir. On va quand même les lire hein, quand même avec Pierre Onium justement. Voyez-vous Flavio Vital sur le podium? Oula. Alors, Flavio Vital, je vous en ai parlé brièvement. C'est le petit jeune de Tignes qui a été champion du monde junior l'année dernière, donc qui a vraiment fait briller. Ça faisait une belle médaille d'or champion du monde junior. Et donc, il avait déjà fait des Coupes du Monde l'année dernière. Sincèrement, Pierre, c'est tout le mal que je lui souhaite. Simplement, Zolden, début de saison avec un dossard qui va être évidemment, enfin, surtout derrière, ça va être, à mon avis, compliqué pour lui. Mais on ne sait jamais, une surprise suivant les qualités de neige, suivant la météo, un paquet de facteurs. Mais de là être sur le podium, je pense qu'il faut voir, tout simplement. Il partira certainement avec la volonté de faire le meilleur. Mais de là être sur le podium, ça me paraît être. Il y a encore une petite marge, je pense. D'accord, voilà pour cette réponse à Pierre. Et également Pierre aussi qui nous pose une deuxième question. Justement, pour cette saison 2025-2026, allez-vous vous laisser pousser la moustache à nouveau pour être raccord avec le générique? Alors ça, c'est une bonne question. Là, ça n'a rien à voir avec, les analyses de compétition. Non, Pierre, c'était une autre. J'allais presque dire une autre époque. Voilà, maintenant, ça me va très bien. Je suis bien avec. Donc, bon, en tout cas, ça ne m'a pas traversé l'esprit jusqu'à présent. D'accord. Alors, une question quand même plus sérieuse sur YouTube. Meillard, Monet, Murisier, Neff, Odermatt, Tumler, Van Almen. Pourquoi les Suisses sont si forts? Très bonne question. Je ne sais pas qui. Il s'appelle Granta pareil. Eh ben, en tout cas, très bonne question. Il suit. Il doit bien suivre le ski là. Oui. Les Suisses, bon, c'est la meilleure équipe de géants au monde hein, depuis. Alors il y a le leader incontestable, mais est arrivé Meillard et la liste est longue. Les Suisses ont mis en place depuis pratiquement 10 ans une politique sportive, des choix politiques, mais en même temps sportifs. Et donc, en faisant étape par étape, après avoir vécu le creux de la vague, ils repartent. Les leaders sont toujours là. Ça amène tous les jeunes derrière. Et légitimement, ils sont à leur place. Et il y a toujours des débats. Hein. On a vu qu'à un moment donné, ils étaient en perdition. Là, maintenant, ils sont largement devant sur le classement général de la Coupe du Monde des Nations, d'ailleurs, hein, hommes et femmes confondus. Le travail paye. C'est ce qu'on disait, c'est ce que disait Fred Perrin. Il y a des jeunes, il faut les mettre en place, il faut les faire travailler. L'une des raisons, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que le système, encore une fois, de formation, notamment la Suisse et l'Autriche, est complètement différent du nôtre en termes d'entraîneurs. Ce sont vraiment des diplômes à part entière. Mais ce n'est pas que ça non plus. En tout cas, c'est une réalité. Ils ont une armada hallucinante, Coupe du Monde dans toutes les disciplines, et encore plus en Coupe d'Europe. Voilà pour la réponse à Pierre, et puis également Pierre qui nous dit dans la liste des Suisses, il y a Jean-Jacques Ray Anzer. Ça, c'est un ancien. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un ancien du gaz. Donc, un ancien du gaz. Vous connaissez pas celle-là. C'est un ancien du gaz. Ouais, non, Jean-Jacques Ray, il n'avait pas la chance à l'époque il courait avec Pierre-Mine Zobriguen et tous ces grands noms de l'équipe suisse. Et eux ont franchi un cap supérieur à lui. Mais bon, Jean-Jacques a été en équipe suisse. Ce qu'il a pu faire le maximum, et c'est un ami, je crois que c'est plutôt un clin d'œil vis-à-vis de Jean-Jacques. Voilà, un petit clin d'œil, voilà. Voilà, merci beaucoup Marc pour justement aussi à ces réponses, à ces questions qui ont été posées en direct à 20h, et 20h pile, dis donc, en ce vendredi 24 octobre, Marco. Le programme pour les prochains jours avant de se quitter? Moi, demain, je vais être sur le glacier de Pistal, je vais m'arrêter un temps de... parce que là-bas, dans les restaurants d'altitude comme chez nous, il y a des télévisions. Donc, je vais regarder un peu la première manche et ensuite, de retour à l'hôtel, je regarderai la deuxième. Je réanalyserai ça sur nos amis. Vous savez que c'est diffusé chez nos amis d'Eurosport, hein, pour ne pas les citer.
Et puis même chose pour dimanche. Et moi, j'aurai l'occasion d'appeler. En général, j'aime bien appeler les techniciens, les servicemen, par rapport à la qualité de la neige, quels ont été les choix des skis, quelles ont été les préparations des skis en fonction de la qualité de la neige, choix éventuellement des chaussures de ski, des plaques, et ça on en reparlera. Alors moi, je reviens là-dessus parce que j'ai vu que nos amis de l'équipe de la place du village, je vous avais montré ça hier soir, c'est le fameux airbag, vous savez, Oui. de InMotion. On va faire une émission d'ailleurs spéciale chez nos amis qui sont à Annecy, parce qu'aujourd'hui, dans le concert international du ski, il y a obligation d'avoir ces airbags. Il n'y a pas beaucoup de sociétés sur le marché mondial. Et pour moi, ce sont les leaders, parce que c'est déjà les premiers au niveau de la moto. Ça, c'est incontestable et il n'y a aucun souci. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu ce travail fait sur le ski depuis 2013 avec les skieurs cross. Il y a aussi en équitation. Et c'est une boîte pas loin de chez vous. C'est une boîte qui est à Annecy. C'est voilà. Pas bien loin. Je l'essaye. Alors évidemment, pour avoir quelque chose d'intéressant, il faudrait que je me mette une gamelle. Pour l'instant, non. Mais j'essaye le confort. Ça va. Pour l'instant, c'est correct. Alors moi, j'ai fait une compétition, je vous rassure, mais c'est plutôt voilà. On vous expliquera en détail comment ça marche. Voilà. Ce produit-là. Qui est obligatoire à tous les échelons en vitesse aujourd'hui internationale. Voilà, on retrouvera justement un reportage complet avec vous, Marc, pour justement ce nouveau équipement obligatoire. Voilà, il a été imposé pour la sécurité. En vitesse, attention. En vitesse, voilà, faut bien préciser. Merci beaucoup, Marco. Pas de souci, Johan. Ben vous, je sais pas, vous allez pas au ski ce week-end, Johan, vous? Non, on va peut-être aller voir la neige quand même, parce qu'il y en a un petit peu au col des Aravis, là, pas très loin d'Annecy, là, à 20 km. On va peut-être faire un tour. Bon, ben super. En tout cas, merci à vous. Merci aux auditeurs. Et puis à la semaine prochaine. Je pense que c'est quoi, peut-être lundi ou mardi, on se fait le débrief du week-end, c'est ça? Vous me dites. Oh, oui, voilà. Il n'y a pas de souci. On prend note. Allez, génial. Merci encore. Je vous remercie beaucoup, Marco, et puis bonjour à tous les Autrichiens qui nous regardent. Et puis à très bientôt pour le sport dans le 19h. Merci beaucoup, Marc, pour notre rubrique Bliss ce soir dans 19h. Arvipa. Ciao. Voilà pour donc ce moment de sport qu'on voulait vous faire partager ce soir avec justement Marc Garcia, donc qui était du côté de l'Autriche. Voilà pour cet instant. Donc bien entendu cette rubrique, je vous rappelle, de 19h de la place du village est à retrouver en replay sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à retrouver tout ça dès demain, surtout dans nos plateformes, mais également aussi sur la chaîne de la place du village TV.